Bleach n'est pas un shonen. Il est souvent vu comme un animé prévisible, avec juste des combats stylés, des persos clichés et une fin merdique. Mais si je vous disais que tout était faux, qu'on vous a menti pendant des années et qu'en vérité, cette œuvre détestée cachait beaucoup plus que ça. Entre crise d'identité, horreur psychologique et certains messages extrêmement profonds, laissez-moi vous montrer pourquoi personne n'a compris Bleach. Dès le premier chapitre, l'auteur pose les bases d'une réflexion profonde. Les âmes rongées par le regret deviennent des holos. Ce n'est pas juste un système de pouvoir, c'est une métaphore sur le deuil et l'importance de mourir en paix. Cette réflexion plutôt profonde n'est que la première pièce du puzzle. L'arc du Shinigami remplaçant n'est peut-être pas le plus riche, mais on peut trouver encore plein d'autres aspects aussi percutants, notamment l'évolution des personnages principaux. Au début, Ichigo n'est pas très stable émotionnellement. Il souffre de la perte de sa mère et porte seul le poids dans sa famille. Du côté des autres protagonistes, c'est pas vraiment différent, car chacun d'eux ont perdu un être cher, et chacun souffre aussi de solitude à leur façon, comme par exemple Orihime, qui a perdu son frère, ou Shad, son grand-père. Ce sont tous des personnages qui refusent toute aide extérieure, mais au fur et à mesure de l'œuvre, on va vraiment les voir s'ouvrir. L'arc du Shinigami remplaçant parle globalement de surmonter ses chagrins, notamment grâce aux parallèles sur les holos, qui sont des êtres qui justement n'ont pas su combattre ce chagrin. Ce premier arc a une thématique plutôt basique, mais ce n'est que le début. Là où l'œuvre va vraiment commencer pour beaucoup, c'est lors de l'arc de la Soul Society. Cet arc est surtout réputé pour ses combats incroyables, mais contrairement à ce qu'on peut penser, il contient lui aussi énormément de valeurs et une très grande leçon de vie. Ça commence quand Ichigo combat le gardien de la porte. Quand il le bat, le gardien décide de désobéir à son devoir et donc ouvre la porte à Ichigo. À partir de là, aucun message clair en vue. Pour que vous compreniez, il faut parler du deuxième combat d'Ichigo contre Byakuya. C'est lors de ce combat que Byakuya va totalement changer. Ichigo veut sauver Rukia par tous les moyens, quitte à y laisser la vie. Il se bat pour une noble cause, tandis que Byakuya se bat uniquement par devoir, suite à une promesse. Il va aussi remarquer que Ichigo ne se bat pas contre lui, mais plutôt contre les règles de la Soul Society très discutables. Tout au long du combat, Byakuya est rongé par une lutte intérieure. Dois-je laisser Ichigo sauver Rukia ou dois-je accomplir mon devoir par tous les moyens? Je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Chaque combat de cet arc amène à la même thématique, accomplir son devoir ou suivre ce que son instinct dit. Et c'est ce même message qui a mené de nombreux combats mythiques de l'œuvre, notamment celui d'Ukitake et Kiyoraku contre Yamamoto. Ces deux personnages ont décidé de suivre leur instinct plutôt que d'obéir aveuglement au devoir. Tite Kubo nous dit implicitement de ne jamais donner la priorité aux règles, mais toujours aux personnes, aux principes qui nous sont chers. Ce message est loin d'être le seul transmis durant l'arc de la Soul Society. Il y a notamment celui du Zanpakuto qui reflète l'âme du guerrier, mais je pense que c'est mieux de le garder pour l'arc de la guerre sanglante où on va enfin en comprendre la signification. Après l'arc de la Soul Society, vient le légendaire arc 40 quarts, apprécié de tous. Cet arc n'introduit pas de thème majeur, mais il développe plutôt les thèmes des arcs précédents. La thématique de la compréhension de soi, qui est beaucoup présente dans le premier arc, est ici beaucoup plus poussée, notamment grâce aux 40 quarts. Au début de l'œuvre, c'est le fait de combattre ses chagrins passés qui est mis en avant. Mais dans l'arc 40 quarts, c'est bien plus poussé. Kubo décide d'humaniser ces mêmes holos, représentatifs de chagrin. Il leur donne à chacun une motivation pour abandonner cette tristesse. On peut par exemple prendre Stark, qui est motivé par fuir sa solitude, ou encore Grimmjow, qui est motivé par être le meilleur. Chaque espada a sa raison de vivre qui le fait évoluer. Même Ulquiorra qui semblait totalement vide, cache en réalité une profonde curiosité. Et cette thématique de compréhension de soi est assez visible avec les 40 quarts. Mais si on pousse cet argument plus loin, on peut aussi la voir avec Ichigo. Il apprend durant cet arc à se comprendre lui et ses démons, ce qui le pousse à évoluer. Par exemple, quand il apprend le Getsuya Tensho ultime dans le Dengai, il apprend à comprendre Zangetsu. À ce propos, Ichigo et Aizen sont opposés sur ce point. Ichigo a atteint un niveau de sagesse et de puissance phénoménale par la compréhension de soi, tandis qu'Aizen n'a pas cherché plus loin que d'évoluer par le Hogyoku, ce qui l'a rendu égoïste et arrogant. C'est notamment pour ça qu'Aizen n'a pas pu prévoir qu'Ichigo atteindrait ce pouvoir. Il n'a pas pu imaginer qu'un tel pouvoir pouvait être atteint sans le Hogyoku. Hormis ce parallèle plutôt tiré par les cheveux, Aizen a aussi son propre développement bien plus poussé, ce qui fait de lui pour beaucoup le meilleur antagoniste. C'est ce sentiment qu'il renvoie d'être plus fort en tout point que nos héros. Certains vont même jusqu'à dire que c'est le meilleur antagoniste tout shonen confondu. Et cette réputation, il ne l'a pas volée, car Aizen est sans doute l'un des antagonistes les mieux écrits que je connaisse, notamment grâce à sa notion du bien et du mal. On peut comprendre son point de vue quand il poignarde Inamori. À ce moment-là, on pourrait penser qu'il fait ça par pure méchanceté, mais en réalité, il fait ça par bonté. Aizen sait que s'il la laisse vivre, elle ne pourra pas avancer sans lui. Cet exemple est dur à croire, mais prenons par exemple Tosen. Aizen a décidé de l'achever car il savait que Tosen serait rempli de honte de ne pas avoir honoré sa justice. Dans ces deux cas, Aizen a appliqué ce qui semblait juste non pas pour les autres, mais bien pour lui. Il a appliqué sa propre notion du bien. C'est vraiment un antagoniste à part, bien plus complet qu'il n'y paraît. Il peut aussi nous aider à comprendre la thématique sur le devoir, abordée juste avant.
Dans l'arc 40K, cette thématique n'est pas trop développée, mais on peut tout de même la voir avec Grimmjow qui a désobéi à Aizen pour suivre son instinct. Ce n'est pas le seul à avoir trahi Aizen, il y a aussi Ginnishimaru, son bras droit. Il a trahi Aizen par amour pour Angiku. Cette trahison nous révèle pour la première fois une romance profonde dans Bleach. C'est plutôt étonnant de la part d'un manga de son genre, mais pourtant, Tite Kubo a réussi à intégrer la romance à Bleach, et cette romance, on peut avant tout la retrouver dans les poèmes en début de tome, notamment celui du tome 34 où Nelly elle dit « Si tu me donnes des ailes, je volerai pour toi, même si par exemple cette terre tombait tout entière au fond des eaux. Si tu me donnes une épée, je prendrai parti pour toi, même si par exemple le ciel tout entier transperçait la lumière. » Dans ce poème, Nelly elle exprime clairement son amour et sa loyauté pour Ichigo d'une manière abstraite. Ainsi, l'arc 40K est vraiment complet grâce à ses nombreux aspects. Néanmoins, ce n'est pas le seul arc qui nous cache une incroyable profondeur. Il faut qu'on parle de l'arc de Bleach qui a transformé l'œuvre à tout jamais. Celui qui l'a fait chuter de son trône, mais aussi qui l'a fait passer d'un simple shonen à une œuvre beaucoup plus poussée. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, je ne veux pas parler de l'arc des Quincy, mais je veux bien parler de celui des Fullbringers. C'est durant cet arc narratif que Bleach est descendu du haut des classements qu'il s'est mangé le surnom de pire manga du Big Three. Cela est dû au rythme de l'arc et à l'intrigue beaucoup plus posée et profonde qu'avant. Les fans n'ont sûrement pas apprécié cette transition brute, alors que pourtant, cet arc est bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Il cache une intrigue moins enfantine contenant des thèmes plus profonds. Jana, Rukia. Durant l'arc Fullbringer, Ichigo perd ses pouvoirs et se retrouve confronté à une véritable crise d'identité qui va l'amener à remettre en question son vrai but. Mais la thématique principale est avant tout basée sur la confiance. Kubo nous parle très clairement de confiance envers les autres. On nous introduit Tsukishima, un personnage pouvant changer le passé des gens avec son sabre. Et c'est ce pouvoir qui va totalement détruire Ichigo de l'intérieur. À ce moment-là, Ichigo n'a plus confiance en personne. Ses amis et sa famille le voient comme un traître. Il a tellement perdu confiance en tout qu'il a été tru au point où quand Rukia lui plante le sabre pour lui rendre ses pouvoirs, il croit qu'il s'est fait trahir par son propre père. Oyaji, Urahara-san. そうか。そうかよ。親父たちまでそうなのかよ。 On peut voir toute la déception dans les yeux d'Ichigo. Mais heureusement pour lui, son père ne l'a pas trahi, mais au contraire, il lui a rendu ses pouvoirs. Ce même combat opposant Ichigo et Kubo nous réserve encore des merveilles. On va voir un parallèle entre le tout premier Shinigami remplaçant et son successeur. Lors de cet affrontement, Kubo ne comprend pas pourquoi Ichigo accorde sa confiance à la Soul Society. Ichigo se bat en quelque sorte contre une version sombre qu'il aurait pu devenir. Mais contrairement à Kubo, il a décidé de faire confiance à ses amis. C'est dans ce combat qu'on va découvrir la maturité acquise par Ichigo. Il a appris à faire confiance aux personnes qui lui sont chères, et c'est cette même confiance qui va l'aider à ne pas sombrer comme Kugo. L'arc Fullbring a vraiment chamboulé Bleach, le faisant passer d'un simple shonen à une vraie leçon de vie. Mais là où Bleach va vraiment atteindre un sommet de maturité jamais vu, ce n'est pas lors de cet arc, mais c'est bien lors de celui de la guerre sanglante millénaire. Soul Societyを守ってくれ。黒崎一護。 Cet arc est en quelque sorte une passerelle entre un manga plutôt tout public à un manga mature. On peut se dire que c'est dû à des scènes un peu limites, mais en réalité, c'est aussi dû à ces thématiques beaucoup plus poussées, notamment celle développée avec le Zanpakuto d'Ichigo lors de sa visite dans la division 0. Ichigo doit encore apprendre à se connaître pour progresser, il doit comprendre ses origines. C'est qu'une fois qu'il a compris ça, qu'il peut retrouver Zangetsu. Mais lors de sa retrouvaille avec son Zanpakuto, Ichigo apprend quelque chose de troublant. Le vieux Zangetsu est en réalité Yua-Baraar plus jeune. L'homme qui a détruit la Soul Society fait partie de lui. C'est la matérialisation de ses origines Quincy. Le vieux Zangetsu savait qu'Ichigo allait découvrir la vérité, et donc s'était préparé à disparaître. Mais malgré tout ça, Ichigo l'acceptait tel qu'il est. Il acceptait de garder en lui non pas son ennemi, mais l'homme qui lui a sauvé la vie tout au long de ses combats. Pour ce qui est de White, il a aussi décidé de l'accepter tel qu'il est, malgré sa nature de holo. C'est à ce moment précis qu'on découvre le niveau de maturité atteint par Ichigo. Il a compris qu'il ne faisait qu'un, avec les différents Zangetsu. Se séparer d'eux reviendrait à se scinder en trois. Cette leçon faite par son Zanpakuto veut clairement nous dire qu'il faut accepter toutes les parts de soi, même les mauvaises. Cet arc nous réserve encore bien des surprises, notamment le thème de devoir, déjà abordé dans l'arc de la Soul Society, mais cette fois en mieux développé, et ce, par deux nouveaux personnages introduits durant l'arc. Je veux parler de Bazz B et Ashvald, deux amis d'enfance qui se sont promis d'éliminer Yua-Baraar. Mais malheureusement pour eux, Yua-Baraar va faire d'Ashvald son second, et donc leur relation va s'estomper. Ashvald va être très attaché par la loyauté et par son devoir envers Yua-Baraar, tandis que Bazz B, lui, va toujours suivre son instinct. Cette différence va les amener à combattre, et Bazz B va se faire éliminer. Plus tard, lors du combat d'Ashvald contre Ishida, Ishida va lui faire comprendre que ses amis sont plus importants que la loyauté, mais il ne veut rien entendre et reste dans le déni. Malheureusement pour lui, il le comprendra trop tard quand Yua-Baraar lui volera ses pouvoirs. À ce moment-là, il fait un acte de grande bravoure pour se rattraper. Il va prendre toutes les blessures d'Ishida à sa place. Kubo veut ici développer son message introduit plus tôt. La loyauté et le devoir ne valent rien comparé à ses amis et ses proches. Mais la profondeur de cet arc ne s'arrête pas là. On peut aussi retrouver Yua-Baraar, qui a quelques points communs avec Aizen, mais qui reste très marquant à sa manière. Mais avant ça, et pour comprendre Yua-Baraar, il faut qu'on parle des origines du monde de Bleach, expliquées dans le roman Canfir New One World.
il y a de ça 1 million d'années, émergeait un monde seul et unique, où tout le monde vivait dans le bonheur. Jusqu'à qu'un jour, certains Shinigami trouvaient que ce bonheur était incomplet. Ils pensaient que pour atteindre le stade de bonheur ultime, les êtres vivants devaient d'abord connaître la difficulté. C'est pourquoi ils scindèrent le monde en 3 et scellèrent dans un cristal l'être le plus fort, le Soul King, pour maintenir l'équilibre du monde. Mais ces mêmes personnes lui coupèrent les jambes et les bras injustement. Et vous savez qui a fait ça? C'est Ishibei et les ancêtres des 4 familles nobles. Ils sont vus comme des symboles de noblesse et de justice du monde actuel, alors qu'en réalité, ce sont les vrais méchants qui ont commis le péché originel. En soi, l'idée de trouver le bonheur ultime dans la difficulté n'est pas si mauvaise, mais les moyens utilisés par les fondateurs de la Soul Society étaient beaucoup trop radicaux et hypocrites. Ils ont créé de la difficulté pour tout le monde, sauf pour eux qui vivent dans le luxe et l'admiration. Pour mieux comprendre tout ça, avant de vous parler du Habarar, il faut que je vous parle d'un haïku qui cache un grand double sens. C'est celui de Rangiku. Ce n'est pas effrayant de connaître la tristesse. Ce qui est effrayant, c'est de savoir que le bonheur perdu ne reviendra jamais. À première vue, on voit que le poème nous dit que connaître la tristesse n'est pas grand-chose, si on le compare au manque permanent de bonheur. C'est un poème philosophique plutôt ordinaire à premier abord. Mais vous ne trouvez pas qu'il décrit parfaitement ce dont on vient de parler? Ce poème fait référence au monde parfait arraché de force par le groupe de Shinigami, créant ainsi le péché originel de l'univers de Bleach. Mais ça ne s'arrête pas là, car en fouillant encore plus, j'ai aussi découvert que ce terrible événement est décrit plutôt implicitement dans les paroles de l'ending Sayate. Quand Yhwach veut unir le monde, il va en quelque sorte réparer leurs bêtises et ramener le bonheur. Ce qui fait de lui un méchant n'est pas cette idée, mais plutôt la façon dont il a essayé d'y parvenir. La compréhension de cet antagoniste est bien plus complexe qu'on aurait pu le croire. Mais une question nous vient, veut-il vraiment le retour de l'ancien monde parfait, ou veut-il juste créer son propre monde? Honnêtement, on ne peut pas vraiment savoir, mais je pense plutôt qu'il voulait créer son propre monde, ce qui n'aurait pas été une bonne chose en fin de compte. L'arc des Kunti était le plus chargé émotionnellement. C'est lui qu'a conclu Bleach, après plus de 15 ans de publication. Mais durant la vidéo, n'avez-vous rien remarqué sur la complexité de l'œuvre? Au début de l'œuvre, Ichigo est un simple adolescent. Bon, un peu atypique quand même, qui est rongé par la perte de sa mère. Mais tout au long du récit, on va vraiment voir Ichigo évoluer et mûrir grâce à ses nombreuses aventures et ses nombreux combats. On ne va pas seulement voir Ichigo mûrir, mais on va vraiment voir l'intégralité de l'œuvre mûrir avec lui au fil des années. Tite Kubo nous fait tout simplement mûrir avec Bleach. Il a conscience que son public grandit en regardant son chef-d'œuvre, alors il rajoute de la complexité narrative à chaque nouvel arc. Si on compare la profondeur du premier arc de Bleach au dernier, on peut voir que le manga a vraiment changé. Il n'est plus vraiment adapté pour de jeunes ados. Si vous avez connu Bleach vers ses débuts et que vous étiez adolescent, alors à la fin vous êtes devenu adulte. Et ça, Kubo l'a bien compris. C'est pourquoi il rajoute de la complexité et de la profondeur au fur et à mesure de son œuvre. Ça aura permis à ses lecteurs de grandir avec son œuvre en s'identifiant à Ichigo qui lui aussi grandit au fil du manga. Quand Ichigo surmonte une épreuve, on la surmonte avec lui. Quand Ichigo apprend une leçon de vie, on l'apprend avec lui. C'est un des aspects de Bleach qui le rend aussi légendaire et inoubliable. C'est pour cela que Bleach n'est pas un simple shonen neketsu. Tous les messages transmis à travers les différents arcs nous prouvent que les clichés de Bleach ne sont clairement pas bien fondés. Et c'est vraiment dommage que beaucoup de personnes se font une image de Bleach vraiment simpliste, sans même chercher à creuser. Il suffit de creuser un tout petit peu pour trouver de bons messages, qu'ils soient simples ou même complexes. Bleach nous apprend et nous fait vivre un tas de choses à travers son récit, que ce soit des leçons de vie profondes, comme on a pu le voir, ou même juste des frissons et de l'admiration à travers ses combats. Tite Kubo a réussi à créer une œuvre qui grandit avec nous et qui nous accompagne dans notre longue quête de la vie. Bleach n'est pas un manga, ni même un shonen. Bleach, c'est une leçon de vie.